Rebondissement dans le dossier, Laurent Gbagbo, l'avocat de l'ex-président ivoirien, demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour ce dernier d'être candidat à la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Le président nigérian Muhammadu Buhari, réélu en février, a présenté ce mardi une proposition de budget record pour 2020 au Parlement. Ceci dans un contexte économique qui reste difficile pour le géant pétrolier d'Afrique de l'Ouest. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda est arrivé en tête des législatives de dimanche selon les résultats préliminaires officiels, très loin de la majorité requise de 109 voix pour former un gouvernement seul. Ainsi se présente le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda est arrivé en tête des législatives de dimanche en Tunisie avec 52 sièges sur 217 selon les résultats préliminaires officiels, très loin de la majorité requise de 109 voix pour former à lui seul un gouvernement. Ennahda devance le parti du candidat à la présidentielle Nabil Karoui Kalb Tounès, créé en juin dernier et qui rentre au Parlement avec 38 sièges. Nabil Karoui, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, a été libéré mercredi soir. Mais son frère Ghazi, également sous le coup d'un mandat de dépôt depuis août, n'a plus été vu en public depuis. Il n'a donc pas fait campagne alors qu'il était candidat sur les listes de Kalb Tounès, ce qui ne l'a pas empêché d'être élu député de Bizerte dans le nord du pays. Le Parti social-démocrate Attaya, courant démocrate du militant des droits de l'homme Mohamed Abou, a obtenu pour sa part 22 sièges. Nous reviendrons plus amplement sur cette information dans nos prochaines éditions. Le président nigérian Muhammadu Buhari, réélu en février, a présenté ce mardi une proposition de budget record pour 2020 au Parlement. Ceci dans un contexte économique qui reste difficile pour le géant pétrolier d'Afrique de l'Ouest. Les détails. Muhammadu Buhari a présenté un budget historique de 10 330 milliards de naira, soit 33,8 milliards de dollars, selon le taux de change officiel, en hausse par rapport au budget de 8 920 milliards de naira approuvé pour l'année 2019. Les taux de change flottants utilisés par la Banque centrale et les acteurs économiques, environ 360 naira pour $1, ramènent toutefois la proposition de budget 2020 à quelques 28,57 milliards de dollars. Ce budget a été calculé sur la base d'une production de 2,18 millions de barils de pétrole par jour contre 1,86 million aujourd'hui à $57 le baril. Il doit encore être approuvé par le Parlement nigérian, ce qui prend généralement des mois. En 2018, le budget n'avait été approuvé qu'au mois de juin et en 2019 au mois de mai. Réélu en février dernier pour un second mandat, Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015, s'était engagé à dynamiser la croissance qui reste faible à environ 2% au premier semestre 2019. Il a reconnu mardi devant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat que l'environnement économique reste difficile tout en annonçant un objectif de 2,93% de croissance l'an prochain. Ce n'est pas la première fois que son administration adopte un budget ambitieux, mais elle peine généralement à trouver les fonds pour le financer, notamment à cause d'une tendance à la baisse de la production pétrolière dont le pays reste très dépendant. La police a empêché les étudiants de manifester à Alger comme ils le font chaque mardi, ce qui est une première depuis le début en février du mouvement inédit de contestation en Algérie, Irak. Reportage. Manifestants et policiers se sont opposés lors d'échauffourées après que la police ait empêché les étudiants de manifester à Alger comme ils le font chaque mardi. Un premier barrage de policiers en tenue anti-émeute a barré le passage aux étudiants, rejoints par des citoyens qui se dirigeaient vers la Grande Poste, bâtiment emblématique et lieu de rassemblement traditionnel du Irak, le mouvement de contestation né le 22 février. Les étudiants ont contourné le dispositif et se sont regroupés à nouveau à plusieurs reprises dans des rues proches de la Grande Poste où un important déploiement policier a empêché le cortège de progresser avant de le disperser définitivement. Au moins 13 étudiants et un citoyen ont été arrêtés selon une première liste apparemment non exhaustive publiée par le Comité national pour la libération des détenus, association qui milite pour la libération des personnes arrêtées dans le cadre du Irak. Cette première obstruction policière
à une marche du Irak intervient dans un contexte de vagues d'arrestations de journalistes, militants et figures de la contestation opposés à la présidentielle que le régime a convoquée pour le 12 décembre pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a été poussé à la démission par la rue en avril après 20 ans à la tête du pays. La dispersion et les arrestations opérées par la police au cours de cette marche n'ont pas été du goût des Algériens, surtout des protestataires. On vous propose ici de suivre un extrait de leurs propos. Je suis venu aujourd'hui parce que les élections sont inacceptables pour le peuple. Nous ne sommes pas contre l'idée d'élection, mais nous sommes contre des élections en présence du Premier ministre Noureddine Bedoui et du président intérimaire Abdelkader Ben Salah. Nous condamnons ces élections et arrestations. Est-ce qu'il est concevable de participer à ces élections alors qu'il continue à arrêter les gens? Il n'y a pas d'élection en présence de ce gang, et tant que le Premier ministre Noureddine Bedoui est encore au pouvoir. Nous sommes contre les élections parce que nous refusons leur organisation, alors qu'il n'y a eu aucun changement constaté en Algérie. Nous avons été dans la même situation depuis que nous avons commencé à manifester en février et le gang se renouvelle avec sa composition. Nous refusons complètement ça. Le chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah est engagé dans des dictatures illégales. Quant à l'armée nationale, c'est notre armée et personne ne l'aime plus que nous. Nous n'avons jamais rien fait contre l'armée et l'institution militaire. L'avocat de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020. Pour rappel, il avait été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure. Reportage. Dans sa requête de 22 pages, Maître Emmanuel Altit, conseil principal de Laurent Gbagbo, demande à la Chambre d'ordonner la mise en liberté immédiate et sans condition de Laurent Gbagbo et de dire qu'il peut être libre d'aller où il le souhaite, par exemple dans son propre pays. Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené par hypothèse à poser sa propre candidature, écrit l'avocat. Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, ne peut se déplacer où il veut, il ne peut tenir publiquement les propos qu'il veut, il ne peut participer aux réunions publiques auxquelles il voudrait participer. Le maintien du régime restrictif de liberté aurait pour conséquence d'interdire à Laurent Gbagbo de jouer un rôle dans la vie publique et dans la réconciliation de son pays. Cela lui interdirait, par exemple, de participer d'une manière ou d'une autre aux élections présidentielles à venir. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement de crimes contre l'humanité prononcé en janvier en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement pro-Gbagbo des jeunes patriotes. Dans l'attente de la suite du procès, Gbagbo réside à Bruxelles et Blé Goudé, qu'aucun pays n'a accueilli, est resté aux Pays-Bas. Les deux hommes ont été jugés pour crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales qui avaient fait 3000 morts en Côte d'Ivoire avant d'être acquittés et libérés sous condition. 3 laboratoires destinés au dépistage d'Ebola en République démocratique du Congo décolleront ce mercredi de France. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les organisateurs. Les fondations Mérieux et Prassène ont affrété un Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, 2 laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un type P3 et l'autre de type P2, et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. C'est un enjeu de santé publique, a rappelé devant la presse le fondateur du groupe pharmaceutique Biomérieux, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle de la République démocratique du Congo par la personne du professeur Mwembe en charge de la lutte contre Ebola. Ce laboratoire va permettre sur place un centre de diagnostic pour diagnostiquer l'Ebola, éventuellement suivre l'évolution de la pathologie des malades, et puis également donner une sécurité biologique beaucoup plus grande, puisqu'actuellement, il y a un peu n'importe quoi qui se fait.
Et ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé d'essayer d'apporter une sécurité biologique plus grande sur place. Et puis, la RDC est un pays immense. Le seul P3, il est à Kinshasa. Donc, vous voyez un peu la distance. Alors, le prélèvement, c'est justement un des facteurs limitants. C'est très compliqué de prélever des patients atteints de la maladie virus Ebola, puisqu'il faut 3 paires de gants. Donc, c'est compliqué. Et donc, tout dépend en fait du nombre de patients qui sont dans les centres de traitement, ou en tout cas qui sont en zone de triage. À l'heure actuelle, donc, le diagnostic est fait avec des petits automates, donc des petites machines qui nécessitent d'ouvrir le tube pour pouvoir prendre la prise d'essai et mettre dans la machine. Et donc, on est obligé d'ouvrir le tube à l'air libre, et ça représente un gros danger. Alors on essaie de faire ça sous des tentes, sous des choses qui sont un petit peu mieux, mais ça reste vraiment le minimum requis pour faire ce type d'opération. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vraie installation qui permette de le faire de manière très très sécurisée. Ces laboratoires conteneurs peuvent diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour. Fin septembre, la République démocratique du Congo, minée par des conflits notamment à l'est du pays, comptait plus de 2100 décès au total depuis la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola le 1er août 2018. La crise politique s'enracine davantage à Hong Kong où la chef de l'exécutif, Carrie Lam, n'a pas écarté la possibilité d'accepter l'aide de Pékin pour résoudre le problème. Face à une contestation de plus en plus violente de la mouvance pro-démocratie, les autorités de la région semi-autonome du sud de la Chine semblent dépassées. Depuis 4 mois, Hong Kong est le théâtre de manifestations et d'actions quasi quotidiennes qui ont encore dégénéré ces derniers jours en des affrontements entre policiers et radicaux. La récente flambée de violence a suivi la décision annoncée vendredi par Carrie Lam d'invoquer une vieille loi d'urgence remontant à l'époque coloniale pour interdire le port du masque lors des manifestations. La chef de l'exécutif, une des cibles de la colère des manifestants, a estimé que son gouvernement était capable de régler cette crise. Mais elle a ajouté qu'elle pourrait appeler Pékin à la rescousse si la situation dérapait encore. Elle s'est refusée à réagir sur la suggestion du député pro-Pékin qui a avancé que le gouvernement pourrait limiter l'accès à Internet pour mieux lutter contre la capacité d'organisation des manifestants. La contestation a démarré en juin contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Le texte a été abandonné depuis septembre, mais trop tard aux yeux des manifestants qui avaient entre-temps considérablement élargi leurs revendications. Ils demandent notamment une amnistie pour des milliers de manifestants arrêtés, une enquête sur le comportement violent de la police ou encore l'avènement d'un véritable suffrage universel. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.